Et si les plus grandes batailles de demain se jouaient à une échelle, microscopique. Aujourd'hui, on va décortiquer comment un objet, plus petit qu'un ongle, est devenu le véritable nerf de la guerre pour la domination mondiale. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment tourner notre monde aujourd'hui? On pense tout de suite au pétrole, évidemment, ou peut-être aux données qu'on appelle le nouvel or noir. Mais en réalité, la vraie réponse, elle est encore plus essentielle, et pourtant complètement invisible. Les voilà, les semi-conducteurs. On peut les voir comme les architectes cachés de notre réalité. Ils sont partout, dans nos téléphones, nos voitures, nos hôpitaux et même dans nos systèmes de défense les plus sophistiqués. Sans eux, c'est simple, le 21e siècle s'arrête. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. Pour bien saisir les enjeux, il faut d'abord qu'on comprenne un peu mieux cette technologie de l'infiniment petit et pourquoi, au juste, elle est devenue si cruciale. Imaginez une plaque de silicium, un matériau qu'on trouve partout, sur laquelle des machines d'une précision absolument folle viennent graver des milliards et des milliards de circuits. La complexité est juste ahurissante. Pour donner une idée, l'OCDE estime qu'il faut plus d'1 millier d'étapes différentes pour produire une seule de ces puces. Et c'est là que ça devient vraiment critique. Cette industrie, elle est ultra concentrée. Ce graphique parle de lui-même. Une petite poignée de pays détient les clés de tout le système. Alors que se passe-t-il si un seul de ces maillons vient à céder? La réponse est simple, c'est toute l'économie mondiale qui se met à trembler. Mais en fait, cette concentration, elle cache une réalité encore plus extrême. Un point de passage obligé, un goulot d'étranglement tellement étroit qu'il est contrôlé par une seule et unique entreprise. Plus de 80%. C'est la part de marché d'une entreprise néerlandaise, ASML, sur les machines de photolithographie. Sans ces machines, impossible de graver les circuits les plus fins, et donc de fabriquer les puces les plus puissantes. Autrement dit, ASML a littéralement le doigt sur l'interrupteur de l'innovation mondiale. Et attention, tenez-vous bien. Pour s'offrir leur toute dernière machine, celle qui est absolument indispensable pour la révolution de l'intelligence artificielle, il faut débourser 350 millions d'euros. Oui, pour une seule machine. Pour qu'on se rende bien compte du gigantisme de la chose, cette machine pèse le même poids que 2 Airbus A320. C'est un monstre de technologie et de précision que personne d'autre au monde ne sait construire. Là, on comprend tout de suite mieux pourquoi posséder ces machines, c'est détenir une carte maîtresse dans le grand jeu mondial. Et évidemment, une carte maîtresse comme celle-là, ça attire les convoitises. Ce monopole technologique est devenu le point chaud, l'épicentre d'une sorte de nouvelle guerre froide. La rivalité entre Washington et Pékin pour maîtriser l'IA en est l'illustration parfaite. On a donc deux visions qui s'affrontent. D'un côté, le gouvernement américain qui serre la vis sur les exportations. L'objectif officiel, c'est de priver l'armée chinoise des puces les plus avancées. Et de l'autre côté, on a des géants de la tech comme Nvidia qui tirent la sonnette d'alarme. Pour eux, cette stratégie est non seulement inefficace, mais en plus, elle risque de leur faire perdre leur avance technologique. Leur argument, résumé ici, est limpide. En gros, ce qu'ils disent, c'est que la domination technologique ne s'impose pas en interdisant, mais en faisant en sorte que tout le monde utilise votre technologie. En coupant la Chine du marché, les États-Unis ne feraient que la pousser à créer son propre écosystème de A à Z, une stratégie qui pourrait, au final, créer un concurrent redoutable là où il n'y en avait pas. Cette guerre des puces, en fait, c'est loin d'être un cas isolé. C'est le symptôme d'un phénomène beaucoup plus vaste. La géopolitique, ce n'est plus seulement l'affaire des États, désormais, elle s'invite à la table de tous les conseils d'administration. Ce graphique du rapport AXA est sur ce point sans appel. Pour la toute première fois, l'instabilité géopolitique est considérée comme le risque numéro 1 par les entreprises du monde entier, devant le changement climatique et même devant les cyberattaques. C'est un vrai basculement. Et attention, ce risque n'a rien de théorique, il a des conséquences très concrètes. On parle d'entreprises forcées de quitter la Russie presque du jour au lendemain, de porte-containers qui doivent faire des détours de milliers de kilomètres à cause des attaques en mer Rouge, et bien sûr, il y a l'ombre permanente d'une crise à Taïwan, le cœur battant de l'industrie mondiale des semi-conducteurs. Face à ce monde de plus en plus fracturé, la simple gestion de crise, ça ne suffit plus. Les entreprises doivent vraiment penser différemment, elles doivent se doter d'une sorte de boussole stratégique pour pouvoir naviguer dans la tempête. C'est ce que l'Institut Jacques Delors appelle une politique étrangère d'entreprise. L'idée, au fond, est assez simple, mais elle est très puissante. Il ne s'agit plus seulement de réagir au choc, mais d'agir, d'être proactif. C'est de définir une ligne de conduite claire qui arrive à aligner les intérêts de l'entreprise, ses valeurs et les réalités d'un monde de plus en plus instable. Cette stratégie, elle repose en gros sur 3 piliers. D'abord, la prévisibilité. Il faut anticiper les chocs plutôt que de les subir. Ensuite, la cohérence. S'assurer que le discours et les actes sont les mêmes, qu'on soit à Paris, à Pékin ou à Washington. Et enfin, la stabilité. C'est l'idée qu'une grande entreprise, par ses choix, peut devenir un pôle de stabilité dans un monde qui, lui, ne l'est plus. Tout ça nous amène à une question finale, une question assez vertigineuse. Quand une entreprise contrôle une technologie qui est essentielle à la sécurité mondiale,
Quand ces décisions ont plus d'impact que celles de nombreux gouvernements, est-ce qu'elle ne devient pas, de fait, un acteur politique à part entière ? La frontière entre le pouvoir économique et le pouvoir politique n'a jamais semblé aussi floue.